Merci d'accueillir Adila Bendimerad, l'actrice principale et co-réalisatrice, Damien Ounouri, le co-réalisateur, Ahmed Zitouni, acteur, Imen Noël, actrice, et Patrick Sobelman, le producteur. Et vous pouvez continuer vos applaudissements pour Sarah Chazelle, la distributrice. De chez Jour de Fête. Merci à tous les 6 d'être là, ça nous fait vachement plaisir parce que c'est quand même un de nos coups de cœur. On va faire un truc que je fais de temps en temps sur les rencontres, c'est que je vais commencer par parler moi. Ça, ils sont 6 là. Donc, je vais expliquer pourquoi j'aime ce film et pourquoi il est en couverture du programme. Parce que quand même c'est un choix, c'est marrant. Damien me disait, mais est-ce qu'on vous a payé pour être en couverture? Et en fait, cette question n'est pas du tout absurde, puisqu'il y a plein d'endroits où on fait payer les couvertures de programmes. Et que la question a pu se poser à un moment, savoir si on demandait aux distributeurs de nous payer. Enfin, il y a plein de grandes sociétés, y compris parisiennes, qui font payer la couverture. Nous, c'est vraiment offert, en fait. C'est vraiment un choix éditorial. Et donc, on a choisi de mettre ce film en couverture. Je vais expliquer en 3 mots pourquoi, parce que ce serait une façon d'introduire la discussion. C'est que dans le champ du cinéma réessai, ce film est inouï. Enfin, c'est-à-dire d'avoir des plaisirs de cinéma qui, d'habitude, appartiennent à des familles différentes. C'est d'abord un plaisir visuel très fort, lié entre autres à la qualité des décors, des costumes, du travail du chef opérateur, et donc d'être dans un plaisir esthétique intense, tout en étant dans un plaisir romanesque ou théâtral. Pour le coup, c'est à la fois romanesque et théâtral. Et donc, du coup, dans le plaisir du jeu d'acteur, dans le plaisir du récit qui va vite, qui est dense, qui est foisonnant, qui est tragique. Et d'habitude, ces deux écoles-là fonctionnent pas tellement ensemble. C'est-à-dire que ce plaisir d'enfance du récit qui va très vite, qui va très loin, qui pousse à l'extrême les sentiments, est un plaisir qu'on n'associe pas nécessairement à un cinéma plus formel, plus contemplatif parfois, voilà. Et donc, en fait, pour moi, le fait de choisir, par exemple, ce film en couverture, c'est une espèce de geste politique, enfin, on va dire ça avec des gros guillemets, mais qui consiste à dire que le cinéma ne doit se soumettre à aucun formatage, et que du coup, pour éviter les formatages, il faut encourager la naissance de ce type d'objets non identifiés, d'objets filmiques non identifiés. Et donc, c'est pour ça qu'on avait très très envie de vous accueillir ce soir, en fait, pour saluer ce geste-là de cinéma, qui vise du coup des publics à nos yeux très larges, parce qu'on peut aimer ce film pour des raisons très différentes, et venant de cultures et d'horizons très différents. Donc j'ai quand même envie de poser cette question-là pour commencer aux deux auteurs-réalisateurs, sur cette jonction entre le désir d'un récit épique et du coup très dense en termes de narration, de trajectoire des personnages, et en même temps ce désir de lui donner un cachet esthétique très fort, très marqué. Voilà. D'où vient cette double exigence qui d'habitude ne cohabite pas nécessairement sur les écrans? Adila. Bonsoir et merci. Merci pour vos mots. Quand on entend des mots comme ça sur le film, ça nous rappelle au tout début notre trajectoire et ça donne sens. On se dit, ah, c'est arrivé à bon port, on nous entend. Oui. Alors, quand on écrit avec Damien, on avait fait un précédent film qui se passe sous l'eau, avec une femme agressée qui se transforme en monstre marin. Ça a donné un film avec une forme, voilà, une forme très particulière. Mais au moment où on choisit un sujet ou une histoire et qu'on commence à l'explorer, on n'aime pas trop prévoir la forme. On essaye de préserver cette liberté et on essaye d'être franchement libre. On essaye, c'est pas évident parce que on a aussi peur de comment rendre lisible, communicable. Sauf que là, il s'est passé qu'on s'est attaqué très naïvement avec un plaisir enfantin de se dire Alger, 16e siècle, ce personnage, ah, mais ça serait quand même super cool, on n'a jamais vu ça. Et puis, vraiment, on n'a jamais vu ça. Et c'est pas normal, il y a un trou noir. Alger, mais pourquoi on n'a pas accès à cette histoire? Et là a commencé un long voyage qu'on n'avait pas prévu. Et en faisant vivre Alger qui avait disparu, qui avait été effacé par l'histoire, par le colonialisme, mais aussi par aujourd'hui la négligence qu'on a
en essayant de retrouver cette pièce manquante du puzzle, on a enclenché un voyage qui nous a surpris. Et de plus en plus, on voulait aller dans ce détail pour faire apparaître ce qui avait disparu. Que ce soit quand on nous disait « bon, allez tourner dans des studios, ça sera plus simple ». Non, non, on est devenu de plus en plus obsédés d'aller dans les vrais murs, le peu qui reste, les ramasser un peu partout comme un puzzle et faire ressurgir cet Alger. On est allé très loin aussi dans les détails des costumes parce que jamais nos costumes, dans la façon dont on nous représente dans le cinéma américain ou autre, c'est un peu entre le Maroc jusqu'à l'Iran, c'est un peu la... Et donc on s'est dit, en fait, ce détail, cette précision, elle est très importante. C'est un enjeu aussi esthétique et politique, pour le coup. Damien, tu veux compléter? C'est dur de prendre la suite. C'est compliqué de prendre du recul sur notre geste. Je commence à le prendre puisque le film, on l'a fini il y a quelques mois. Et maintenant, il y a des choses qui m'apparaissent. Surtout que là, on a envie de développer 2 projets en parallèle et où chacun va quand même être plus sur les rails. On a un peu ce côté, cet univers baroque quand on est ensemble. Moi, j'aime bien mélanger les formes, les genres même dans un film. Et j'ai toujours été très admiratif des cinéastes qui le font, comme Bong Joon-ho, le coréen, qui fait ça quand même assez à merveille. Et il y a quelques cinéastes comme ça, et c'est vrai que ce film qu'on avait fait avant, La Femme et Dieu, Skin Deal, qui est un film un peu accidentel, qui est entre l'idée et le tournage et Cannes il y a moins d'1 an, ça nous avait un peu... Personne, on l'a autoproduit localement, mais ça parlait d'une femme qui se fait agresser, qui devient un monstre marin et qui se venge. On aurait dit Edu Edo en scénario. Personne n'aurait financé ça, encore plus en Europe, encore moins en Europe, pardon. Et quelque part, ça nous a libérés en disant, bon, parce qu'on avait du mal à faire financer nos films, et là, regardez-nous, en fait, nous, c'est ça. Et finalement, le film a été à Cannes, et ça nous a, plus tard, ça nous a permis de rencontrer Patrick, et même ta collègue, Muriel, disait, ah non, mais Damien a dit là, c'est bon, c'est nos... Ils font leur truc, ils ont leur style, on les suit les yeux fermés. Et d'ailleurs, merci pour cette confiance et cette liberté. Et c'est vrai qu'Alila vient quand même, elle a l'art de conter, c'est une conteuse. Il y a ce côté dans la culture algérienne aussi, de l'oralité. Le côté thème, tu viens quand même de Peter Brook, de ce truc théâtral très ancré. Moi, par mon parcours, il y a un truc plus cinéphile, mais aussi cinéma de genre. Et c'est vrai que le début du film, notamment, on parlait tout à l'heure, ça mélange bien un peu nos 2 univers. Et finalement, ils cohabitent sans tour de force, j'ai envie de dire. Et après, sur le formalisme, c'est vrai que moi, j'ai peut-être ce côté-là, ouais, de pousser beaucoup les détails formels, travailler l'image, le son de design, de pousser tout ça. Et je dirais qu'il y a 2 étapes dans ce travail. Il y a tout en préparation, on va travailler la direction artistique, et qui fait que quand on arrive au plateau, la coquille, le monde, il est déjà créé. Par contre, la forme pour filmer, pour attaquer une scène, placer les personnages dans un décor et la distance avec la caméra, la disposition et l'attaque des scènes, ça peut vraiment bouger, on peut vraiment tout mettre à la poubelle. Même si sur ce film, pour la première fois, on l'a storyboardé, parce que, on en a parlé tout à l'heure, l'histoire de Covid, on était financièrement sur de très gros risques, déjà de grosses pertes. Donc ce temps de Covid, on l'a mis à profit pour millimétrer au maximum et avoir ce plaisir de création au plateau et aussi de pouvoir gérer les imprévus normaux. Mais, à titre d'exemple, une des premières scènes du film, cette dispute entre le roi et la reine, c'est une scène que je voulais plus installée avec les travelling, etc. Et je comptais faire le film beaucoup plus à l'épaule ou au Steadicam, donc à un côté peut-être plus moderne, en tout cas qui semblerait plus contemporain. Et quand je filme ça, je trouve ça beau, je me dis, mais en fait, on est tellement plus précis. Ça me fatigue, en fait, filmer à l'épaule, j'ai déjà beaucoup fait, mais des fois, un mec se prépare un café, c'est filmé à l'épaule, on dirait qu'il y a une tension incroyable, alors il se fait juste un café. Et je me suis dit, non, là, on est quand même super précis. Et pendant le Covid aussi, j'ai profité pour revoir des films, j'ai revu du Fassbinder, et il y avait des choses, j'ai oublié le titre, mais
juste avec un rail de travelling et bon, il avait du zoom, moi pas trop, mais comment il pouvait être précis dans sa mise en scène, la faire évoluer. Et finalement, le film est rentré dans un truc plus classique, plus installé. Et en même temps, c'était ça le genre, le défi. On s'est dit, avant, on a fait un film fantastique. Là, c'est un film d'époque, dans la tradition de la tragédie. On va l'acter avec et faire courir ce destin qui va mener les personnages que vous avez vus. Et qui, en tout cas, et après, bon, j'arrête de parler. Ah non, t'es là pour ça, tu sais. Bon, je repose quand même une deuxième question pour vous deux, et puis ensuite on fera tourner le pain. Non, juste pour savoir qui des deux a ramené ce sujet-là. Je crois que tu as un tout petit peu répondu tout à l'heure en fléchant vers Adil. Et donc on a attendu que tu sois là pour développer. Et du coup, dans quelle mesure ça vous intéressait? Et qu'est-ce qui était un peu connu de l'histoire, même si elle est plus ou moins avérée? Et qu'est-ce qui est entièrement inventé par vous, parmi les quelques jalons qui circulent dans les livres d'historiens? Bon, alors, on a fait beaucoup de recherches historiques, évidemment, et puis surtout, petit à petit, on se rendait compte qu'il n'y avait jamais eu de film algérien fait à cette époque. En fait, jamais de film algérien avant l'histoire coloniale. Donc, on avait quand même une responsabilité, et comme dit Damien, des fois, on risquait d'être un peu un film référence pour les gens qui aimeraient voir. Donc, c'est quand même lourd de faire le premier film. Même si on a essayé de s'alléger de ça et de se libérer de ça. Donc il s'agissait quand même d'être sérieux sur l'histoire. Surtout qu'il y avait ce nœud de ce personnage féminin. Donc on sait que l'épouse du roi, et ce qui est très frappant, on parle beaucoup d'elle dans l'histoire. Cette femme qui a levé une rébellion et qui est interprétée par Imen Nouel, qui est donc Chega. Son nom n'est jamais cité. C'est incroyable. On n'a pas le nom de cette femme. L'épouse du roi a levé une rébellion et cette rébellion va se faire mater par Harout qui va les attendre à la sortie de la mosquée. Et il y avait cette autre femme qui, comme je dis toujours, qui n'était pas consensuelle, mais qui était sensuelle. Dans le sens où il y avait un acharnement depuis le XVIIe siècle, donc on ne l'a pas inventé nous, c'est quand même malgré tout un patrimoine immatériel qui a nourri l'imaginaire des Algériens, qui a été contesté très tôt par des historiens, des poètes, des chroniqueurs dès le XVIIe, fin XVIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, comme on dit toujours, on s'est posé la question, si elle a existé, pourquoi a-t-on mis autant d'énergie à l'effacer? Et si elle n'a pas existé, pourquoi a-t-on désiré qu'elle existe? Et ça a créé un nœud politique et poétique. Voilà, il y avait cette question de l'effacement de l'histoire des femmes, et il y avait une grosse question de désir aussi. Et ça, pour moi, c'est une porte d'entrée vers Alger, parce qu'Alger est aussi dans cette tradition orale. On dit que les gens racontent, c'est un des titres d'actes. Et Alger est pour moi toujours entre l'histoire et le mythe. Et c'est une porte d'entrée vers le cinéma aussi. Comme dit Dali, c'est génial, c'est Pirates des Caraïbes au bled, je voulais vraiment le faire, ce film. Mais c'est quand même du point de vue féminin. Ça nous donnait aussi une façon de détourner ce Pirates des Caraïbes en le ramenant du point de vue des femmes. Parce qu'après, l'attaché de presse reprend la formule de l'acteur et ça se retrouve dans les journaux. On a essayé de nous vendre le film comme Pirates des Caraïbes. J'ai lu ça aujourd'hui, c'est très drôle. Ah, j'ai pas lu. Je te prêterai, ouais. Voilà, question de... On a été confronté à comme un double effacement, celui de l'histoire des femmes, celui de l'histoire d'Algérie, celui de l'histoire de la Casbah. Et voilà, c'est ça qui nous a de plus en plus obsédés, en fait. Et c'est devenu quelque chose de très urgent et nécessaire. Peut-être qu'on peut demander à l'interprète de Chega comment elle conçoit son rôle à elle d'avant-dernière reine par rapport à l'autre épouse du roi. Comment est-ce que vous avez conçu les deux personnages en écho l'un à l'autre, là vraiment pas seulement en termes d'écriture, mais en tant qu'actrice et spectatrice du film, j'allais dire. Quel pôle elle représente, ces deux personnages féminins?
Alors bonsoir et merci d'être là. Quand Adila et Damien m'avaient parlé de ce film et de ce personnage, j'avais compris l'importance de faire ce film et de dire à travers ce film quel a été le rôle des femmes à travers l'histoire, des femmes qui ont été effacées alors qu'elles ont participé à écrire l'histoire et il était important pour nous et c'est aussi un peu notre rôle ou notre mission, nous en tant qu'artistes, d'accomplir cette mission ou c'est de raconter la vraie histoire à travers des personnages, à travers des faits historiques réels. Et donc j'avoue que c'était un peu difficile pour moi de prendre la responsabilité de ce personnage. Il s'agissait de se mettre dans la peau d'une reine, une reine berbère. Donc il a fallu que je discute beaucoup avec Damien et Adila. J'ai dû apprendre la langue amazigh, donc le berbère. Et puis nous avons répété beaucoup de fois des séquences avec nos costumes. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter? Désolée, c'est la fin de journée, la fatigue. Donc, Il représente quoi ce personnage par rapport à l'autre reine? Alors, par rapport à d'autres reines algériennes. Reine. Ah, l'autre reine. Oui, d'accord. Au fait, oui, elle. Enfin, à la fin du film, on comprend, enfin, après la mort de Salim Toumé, on comprend que toutes les deux, elles étaient face à une réalité. Il fallait quand même rester forte et courageuse et prendre des décisions. Parce qu'il s'agissait de reprendre le trône, de reprendre Alger, le pouvoir sur Alger. Et sinon, la seule différence avant la mort de Salim, c'est que Chega était toujours impliquée dans la politique du pays, Alger. Elle soutenait son mari, elle était stratège, donc elle essayait d'être toujours derrière lui. Tandis que Zafira s'en foutait un peu. Ce qui l'intéressait, c'était de faire la fête. Mais voilà, il y a eu une prise de conscience quand même. Et ce que je trouve beau, c'est cette relation entre ces deux reines, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans les films historiques qui racontent les histoires de reines. Il n'y avait pas cette rivalité entre les deux femmes, bien au contraire. Il y avait la bienveillance. C'était comme des sœurs. Voilà. Et ce qui importait, la priorité, encore une fois, c'était Alger. Elle me le dit d'ailleurs, elle le dit à Zafira. C'est un peu... elle fait quand même prendre conscience à Zafira, elle lui fait prendre conscience de l'enjeu politique. Elle lui dit, il n'y a ni toi ni moi, il y a seul contre Alger. Et je crois qu'à ce moment-là, Zafira, elle va changer un peu. C'est une transmission un peu politique entre la première reine, enfin la première dame, c'est la première épouse, et la seconde. Alors seul compte Alger et Yaya, parce que quand même le gamin a un rôle très important, et il y a un salaud qui le tue. Ah, ben on a l'acteur. Peut-être Ahmed qui peut nous parler de ce personnage. C'est lui qui m'a dit. Et en plus, tu fais pas exprès. On voit bien que tu as pas maladroit. C'est ça. Donc, tu peux nous parler du personnage? Ah, le personnage. Parce qu'en plus, je sais que tu as une déclaration à faire que tu n'as pas pu faire dans la salle avant, donc je... Il a pris des claques. Hein. Il a pris des claques, c'est vrai? Dans la scène, quand à Rouge le claque, ouais. Dans la piscine. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, pour l'anecdote, je disais à Dali, il fait semblant, donc toutes les trois, tu lui en mets une vraie. Et qui fait que c'est celle que j'utilise au montage, bien sûr. Eh oui. Parce qu'il y a vraiment sa tête qui décale un peu. Alors, cette vie d'acteur, comment c'est? Donc, voilà, mon rôle c'était le bosniaque, c'était l'homme, enfin, c'est le bras droit de Harouj, comme vous avez pu le voir. Et ce personnage qui m'a été proposé par Adila et Damien à l'époque, je ne m'y attendais pas que vont me voir en tant que salaud, en tant que voyou, en tant que corsaire, en tant que quelqu'un qui vient pour tuer des gens et tout ça. Parce que tu es très sympa dans la vraie vie. Ouais. Et puis, c'était un vrai challenge de faire ce personnage.
et d'entrer dans la peau du corsaire, ça s'appelle le bosniaque, c'est Bouchner, et d'apprendre une autre langue qui n'est pas vraiment... Enfin, je parlais algérien aussi, mais je parlais aussi corse, yougoslave. C'était un vrai mélange pour moi en tant qu'acteur, c'était un exercice très, très passionnant. Je ne dirais pas que c'était difficile, rien n'est difficile, c'était vraiment le travail qui m'a permis à parler et à découvrir un autre univers que d'habitude. Et puis aussi de dessiner un personnage, trouver une couleur, de comment jouer avec Damien et Adila, comment travailler ensemble dans les répétitions, dans les recherches, documentation, trouver où vraiment le bosniaque s'accroche, dans quel moment il doit vraiment montrer son visage et son jeu. Et quoi encore, qu'est-ce que je peux dire sur ce personnage? J'en ai marre de lui. Je suis amoureux de mon personnage. Et voilà, je suis amoureux de mon personnage et je trouve que même dans les moments où il tue, et des fois il tue parce qu'il doit obéir à Roach, parce qu'il a peur de lui. Et parfois il le tue parce qu'il doit sauver sa peau, parce que s'il déclare qu'il l'a tué, donc il a peur d'être tué. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Donc le film est là, et c'était un vrai plaisir d'interpréter ce personnage. De tuer tout le monde. Et de prendre des claques aussi. Bon, je poserai la petite dernière pour Patrick Sobelman, le producteur du film, et après je vous passe la parole. Parce que quand même, donc toi tu vois leur film précédent à Hambourg dans un festival, et tu te dis, il faut les suivre. Muriel Ménard a dit, de toute façon ils sont très doués, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Et quand ils t'amènent un scénario sur Alger, 16e siècle, avec des décors, des costumes, des foules et tout ça, tu te dis, bien sûr, il faut le produire. Ouais. Ouais. C'est bon. Voilà. En fait, j'ai pas eu le temps d'avoir peur parce que j'étais déjà excité. Donc, quand t'es excité, t'as plus peur. Voilà. Donc, oui, c'était fou, mais en même temps, c'est ce que tu disais sur l'envie de faire un film ou de participer à l'aventure d'un film qu'on n'a pas vu, qui n'a pas été fait. Voilà. C'est-à-dire que, je crois qu'il y a, c'est ça le cinéma aussi. Quand même. C'est-à-dire, c'est de se dire, celui-là, je ne l'ai pas vu, j'ai envie de le voir. Voilà. Et effectivement, Alger, au XVIe siècle, et c'est vrai que le film d'avoir vu Kindy là, au festival d'Hambourg, c'est évident qu'il y avait un cinéaste. Il y avait vu ça, c'était évident que Damien était un cinéaste. Le film fait 30 minutes, 40 minutes 40 minutes. Bon, en 40 minutes, on a le temps de voir, sur 10 minutes, on peut éventuellement se tromper, sur 40, on commence à avoir un sérieux doute sur le voilà, et le film est formidable, et donc ça m'a donné envie. Voilà. Donc, et puis Muriel décide, de toute façon, moi, je suis bien obligé. Ah oui, mais pour Kindy, en fait, on a su qu'il était sur une plateforme Bref Cinéma. Ah oui. Donc, si vous voulez le voir en ce moment, il est sur Bref Cinéma. Super, c'est un super film. Je joue toujours le salaud. Donc. Ah oui, c'est vrai. Alors, non, mais en plus, c'est un sacré. Ça doit être bien. Ah ouais, non, c'est un bon. Non, il est pas sympa dans Kindy. Qui pose la première question? Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film en costume sur une sarde dont j'ignorais tout. J'ai une question sur les langues, puisque je ne parle pas du tout ni algérien, ni algérois, ni quoi que ce soit, mais vous avez cité à propos du bosniaque plusieurs langues, et du coup, je me demandais combien il y a de langues en fait dans ce film. 7. C'est vrai? C'est possible, 7 je pense. Effectivement, en écoutant le film, on sent à des moments qu'on a besoin de changer de langue, même si on ne comprend pas lesquelles c'est. Questo Giovano che un vero toro, l'effetto septum filio simul. C'est une des phrases des corsaires que j'ai appris par cœur. Mais il ne sait pas ce qu'il dit. Mais si, regardez-moi ce taureau, ce beau taureau. Ah non, mais la scène est coupée. Malheureusement. Mais du coup, ma question, c'est un peu, c'est quoi ces 7 langues et qu'est-ce que ça dit en fait de la réalité de Alger à l'époque, tous ces peuples, ces gens venus partout qui se mélangent et comment est-ce que ces langues sont réparties et qui les portent? Ces gens, c'est nos ancêtres, c'est vrai. Il y a 2000 Scandinaves en 30 ans à cette période, hommes et femmes.
Il y a aussi, c'est vrai que quand Harout arrive, il arriverait de la Grèce, mais il y a des Orientaux, il y a des Algériens parmi les corsaires d'Harout. C'est vrai que il y a beaucoup de gens des Balkans, des Maltais, des Corses, des Bosniaques, et ce sont encore des noms de famille en Algérie, donc c'est vraiment... et on a essayé de recréer cette langue des ports. Et très bizarrement, ça a été très facile pour les acteurs qui parlent algérien de switcher. En fait, notre grammaire et déjà notre façon de parler, on switch beaucoup de langue en langue. Et je me suis dit, c'est peut-être un exercice qu'on sait faire depuis cette époque, puisque les acteurs ont su tout de suite avec les langues étrangères, ce qui était moins naturel pour les acteurs qui ne parlaient que français. Et nous, on avait cette capacité à switcher très librement avec des mots étrangers qu'on intégrait dans les phrases de l'arabe algérien. Oui. C'est comme un exercice qu'on connaît. Et oui, donc à cette époque, voilà, Alger, c'était ça aussi. Et quand les corsaires arrivent, c'est tout ça qui arrive, c'est tout ce monde qui arrive.